Voilà, voilà. Eh bien, bonsoir Claude. Bonsoir Didier, merci de m'avoir invité. Je suis ravi de vous recevoir. Vous n'êtes pas n'importe qui et on va tâcher Ma de ne pas foi. faire n'importe quoi. Ah bah alors ça c'est bien. N'importe qui, pas faire n'importe avec n'importe qui n'importe quoi, ça me va. Alors, comme j'avais la chance de faire quelques heures d'avion ces derniers temps, ça m'a permis de lire votre livre. Ouais, c'est vrai. Ça fait passer le temps en avion. Ça, je reconnais. Et j'hésite entre dire c'est un compte-rendu ou un réquisitoire. Ça dépend entre les mains desquelles ça tombe. Ouais. Bien, je pense que les deux. Oui, c'est ça. Alors, j'ai envie de rentrer tout de suite dans le vif du sujet parce que je pense que beaucoup de gens vous connaissent. Puis s'ils veulent savoir qui vous êtes, je pense qu'il y a une page Wikipédia ou quelque chose de... Ah non, je n'ai pas l'honneur d'avoir une page Wikipédia et je dirais Oh, même que c'est tant mieux parce que Wikipédia, bon ouais, bref. c'est vrai. Ouais, ouais, ouais. Donc vous avez écrit des livres et vous êtes Ouais, journaliste, un débunker. oui. Ça fait Enfin, longtemps? attention, je suis pas journaliste, hein. Je suis écrivain enquêteur, mais je n'ai pas le statut de journaliste. Oh, écrivain Soyons clairs. enquêteur. Mais Beaucoup. ça fait 20 ans que j'écris, dès que j'écris que j'enquête, et j'étais surtout spécialiste, en fait, de billets d'humeur jusqu'en 2019 où mon ami Jean-Louis Zambert et moi-même avons eu, l'idée commune d'écrire un livre ensemble. Et donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, allez, on va se mettre un peu au bouquin, à l'écriture de livres. Et c'était très bien. Et on a sorti notre premier volume ensemble qui s'appelle Le virus et le président. Oui. Alors avant cela, c'est vrai que j'avais compilé deux livres qui étaient en fait des compilations de mes billets d'humeur. Mais en réalité, c'est vraiment depuis le virus et le président avec Jean-Loup, on a coécrit donc deux livres, Virus et le président et aussi Covid-19, le bilan 40 questions. Et là, mon ami Jean-Loup a sorti, entre les deux, il avait sorti le scandale Ivermectine à propos du fameux médicament qui avait été complètement interdit par nos gouvernants et par Big Pharma. Et il vient de sortir tous vaccinés, tous en danger, point d'interrogation. Et puis moi, parallèlement à cela, effectivement, ça faisait 1 an et demi que je travaillais quand même sur mon livre là, Oui. sur un peu qui dirige réellement le monde, et que je me suis dit au bout d'1 an et demi, bon, il va falloir que je le sorte quand même. Et donc voilà, c'est parce que c'est beaucoup d'enquêtes, faut être sûr de soi, faut recouper les infos. Enfin, c'est beaucoup de boulot. Oui, absolument. Et du coup, bon, ben, au bout d'1 an et demi, j'ai K Édition qui m'a fait le plaisir et l'honneur de vouloir l'éditer. Et en plus, j'ai eu une Oui. préface d'Hichem Kassem, qui est le directeur donc de K Édition, et c'est vraiment une préface magnifique. Donc voilà, voilà un peu. Et là, nous avons effectivement tout un programme avec Jean-Loup, puisqu'en novembre sort Les Destructeurs chez les éditions Godefroy, qui est évidemment les guerres incessantes de l'Imperium US. Là encore, on Oui. va se faire des amis. Je sens qu'on va se faire des amis. Ouais, mais c'est bien. Après que les relations furent coupées, c'est toujours bon de se faire des bons amis comme ça. Absolument. De toute Ouais. façon, voilà. Ah, ça me permet, Faut savoir dans quel camp on joue, quoi. C'est toujours c'est ça. pareil. Ça me permet de rebondir tout de suite sur un point sur lequel j'avais été informé il y a bien, bien, bien longtemps. C'est l'histoire de la City Ah oui, la à fameuse Londres. City de Londres, bien sûr. Oui, Où bien sûr. certains disent, mais la City de Londres n'est pas le territoire anglais. C'est un C'est, territoire à part. c'est exact. C'est rigoureusement exact. C'est un territoire à part. Absolument. Je Et confirme. c'est, si j'ose dire, presque le nœud du problème. C'est un des nœuds du problème, ouais. Bon, c'est un peu lié parce que je traite un peu dans mon livre quand même. Le premier chapitre, de toute façon, c'est sur la finance internationale, hein, puisqu'aujourd'hui, c'est bien ça Oui, dont absolument. il s'agit. Effectivement, je traite largement de BlackRock, qui est quand même le premier fonds d'investissement mondial, puisque en plus en 2028 ils auront des actions tout au moins dans la quasi-totalité des entreprises internationales. Mais je me suis aussi beaucoup intéressé à Vanguard, juste Oui, derrière, oui, oui.
qui est effectivement, puisqu'on évoque la City de Londres, qui est effectivement l'éminence grise de BlackRock, puisque Vanguard, quand on regarde effectivement sur Wikipédia, le conseil d'administration de Vanguard ne renseigne pas grand-chose, puisque ce sont des gens qui ont fait des études, des hautes études commerciales ou politique ou etc. Mais quand on va creuser un peu plus loin, on s'aperçoit très vite que Vanguard est un cas à part, puisqu'il y a les 13 grandes familles qui sont les plus riches du monde quand même, et ça c'est pas un scoop puisque ça a déjà été relayé. Oui. Mais curieusement, c'est très caché, et on retrouve effectivement bon les Rothschild, les Rockefeller, les Dupont de Nemours, Orsini, Vanderbilt, etc. Mais ce qui est intéressant avec Vanguard, c'est que même si on est riche à milliards, on ne peut pas rentrer dans Vanguard sauf si les 13 familles ont envie effectivement de vous voir y rentrer. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de capitaux extérieurs qui peuvent rentrer dans Vanguard. Et en plus, Vanguard n'est pas coté en bourse. Ça, c'est très intéressant, puisque Vanguard est actionnaire en revanche de BlackRock. Ce qui veut dire que qui fait la pluie et le beau temps chez BlackRock, c'est Vanguard. Et Vanguard et la City de Londres sont très liés. J'en reviens à votre question, puisque la City de Londres, on trouve vraiment effectivement une haute place financière mondiale. Et évidemment, qui règne en maître à la City de Londres, ben, c'est un peu les mêmes. De toute façon, on agite les mêmes et on recommence. C'est comme au dé, hein. On agite les mêmes dés pour la piste de 421, pour le jeu du 421, on les lance et on se dit, ah bah c'est, voilà. On a le jackpot ou pas, mais de toute façon, on est toujours dans la même configuration. Des familles qui ont la main mise sur la finance internationale. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces familles-là n'aiment pas être brillées sous le feu de la rampe, sous les feux de la rampe. Oui, oui, ils entretiennent la Donc, discrétion. totalement. C'est-à-dire, si on va pas fouiner, et si on va pas les déterrer un peu et les mettre au grand jour, ils sont hyper discrets. Vous entendez jamais parler du PDG, par exemple, la famille Vanderbilt, de prendre le jet privé, d'aller à tel endroit. Jamais. Non. Jamais, ça passe crème. Même les Rothschild, vous entendez rien à leur sujet ou si peu. Les Dupont de Nemours, c'est pareil. Les Rockefeller, la dynastie Rockefeller, c'est exactement la même chose. Morgan Sachs aussi, puisqu'ils en font partie. Enfin bref, c'est pas comme Bill Gates ou George Soros, ils se déplacent pas comme ça très vite, ils font moins parler d'eux. En fait, ils font pas parler d'eux du tout. Non, ils ont C'est ça qui est des intéressant. émissaires. C'est ça. Ils ont des valets, comme je cite dans mon livre, mais ça aussi, ça a déjà été dit, mais c'est bien de le répéter, c'est qu'ils ont des valets quand même ultra friqués, qui font Oui. le boulot pour eux. C'est-à-dire, et quand je dis des valets ultra friqués, c'est effectivement Bill Gates, par exemple, George Soros, les GAFAM, les patrons des GAFAM, des Google, Facebook, etc., Amazon, etc. Mais c'est ça. Donc, on a tout le monde a l'attention sur eux, sur ces valets ultra friqués, mais on n'a pas l'intention Pas sur, sur les maîtres de la finance internationale qui sont au-dessus, quoi. Voilà. pour vivre heureux, vivons cachés. C'est un peu ça, c'est un peu ça. C'est intéressant parce que ils sont dans l'ombre, ils restent dans l'ombre, ils font pas parler d'eux, on connaît pas bien leur train de vie, on imagine qu'avec autant d'argent, ils ont quand même un train de vie, bon, bien évidemment, mais ce qui est logique. Mais voilà, ils sont effectivement dans l'ombre. En revanche, ils tissent bien leur toile puisque ils sont en maître, hein, ils règnent en maître sur la finance internationale. En plus, BlackRock, je fais une petite aparté sur BlackRock aussi parce que BlackRock possède quand même 5000 ordinateurs Oui, branchés en réseau. vous en Je parlez, fais oui. référence dans mon livre d'ailleurs, gérés par 2000 personnes qui répond à l'acronyme intéressant de Aladdin en anglais. Ça veut pas du tout. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça a été bien choisi parce que ça fait référence, vous savez, à le fils du tailleur Mustapha qui polissait la lampe et qui en faisait jaillir un génie. Donc, c'est quand même assez intéressant parce que ces gens-là sont les rois du marketing, c'est-à-dire ils arrivent à même on a un acronyme, c'est Aladdin, Aladdin.
Et ça fait référence tout de suite à ce petit fils de tailleur pauvre, alors qu'en réalité, ça n'a strictement rien à voir, puisqu'Aladdin, ça signifie asset, liability. Après, j'ai même oublié parce que c'est compliqué. Mais en tout cas, ces 5000 ordinateurs font la pluie et le beau temps sur les bourses internationales. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que la moindre hausse et la moindre baisse, il y a tellement d'argent en jeu que ces ordinateurs écrèment. Donc la moindre hausse et la moindre baisse, et du coup empochent tous les jours des milliards d'euros. Parce que aujourd'hui la bourse ne veut plus rien dire. C'est-à-dire que j'ai connu une époque quand même où la bourse, enfin je suis pas trader, hein, mais je me suis intéressé quand même à la bourse. Et j'ai connu une époque où la bourse, on pouvait faire une analyse correcte sur une entreprise, par exemple une Oui. entreprise X, on se disait bah tiens, je crois en son produit, je crois en son devenir, je crois en ses buts. Bon, bah je vais acheter quelques actions, puis elles vont bien monter puisque les buts sont bons, le produit est bon. Aujourd'hui, ça veut strictement plus rien dire. Vous pouvez avoir des très bonnes nouvelles sur une entreprise. Et puis l'action baisse vertigineusement et on se dit mais qu'est-ce que je comprends rien, en toute logique ça devrait être le contraire. Mais en fait c'est parce qu'il y a les 5000 ordinateurs de BlackRock et les robots derrière qui écrèment tous les jours la bourse, c'est ce qui ne veut strictement plus rien dire. Aujourd'hui trader devient effectivement compliqué, à moins de brancher des ordinateurs en algorithme, avec des algorithmes qui effectivement vont écrémer. Donc ça empoche le fric. Et puis dès que ça baisse un peu, pop hop, les robots s'arrêtent et puis après ça recommence, etc. Donc en fait tout ça c'est un marché biaisé, mais qui rapporte effectivement des milliards d'euros On dans est les totalement dans poches. la matrice. Absolument, voilà, c'est Tout est ça. calculé pour nous faire rêver. Oui, absolument, absolument. Et C'est puis, vrai. quand on refuse de rêver, on nous offre un autre chemin. C'est ça, c'est tout à fait ça, c'est ça. Mm. Donc ça, c'est vraiment un vrai fléau. De toute façon, il y a deux fléaux, un peu deux grands fléaux sur cette planète, c'est la finance internationale et les réseaux pédocriminels. Et curieusement, ça marche souvent ensemble d'ailleurs, mais bon. Que je traite effectivement, je traite aussi les réseaux pédocriminels un peu dans mon livre aussi, bien sûr, parce que c'est quand même un sujet grave et douloureux et qui se mérite d'être traité puisque il y a quand même une impunité certaine ou une Ah, certaine oui. impunité. Oui, oui, il y a une Oui, impunité totale, ce qui met à jour les réseaux d'ailleurs. oui, Ça permet absolument. de voir quelles sont les connexions. Et Absolument. ça remonte jusqu'à la justice. Alors, C'est vrai, c'est tout à voilà. fait vrai. Ouais, ouais. Effectivement, quand on superpose différents réseaux, finances, pédocriminalité, pharmacie, santé, etc., on a quand même des réseaux qui se superposent et s'entrecroisent. Absolument, absolument. Et Disons que tout ça, c'est les chevaux de Troie, c'est ce que j'ai voulu exposer dans mon livre. C'est quels sont les chevaux de Troie, parce que je le mets au pluriel, quels sont les moyens par lesquels cette oligarchie avance pour saper toutes les valeurs de nos sociétés, qu'elles oui, alors, soient, c'est ça, bon, qu'elles je suis soient très- du, voilà. je suis d'ailleurs très étonné de leur façon de faire parce que s'ils voulaient encore s'enrichir, moi, je ne détruirais pas les choses. Je m'arrangerais pour que les gens soient heureux, posent pas de questions, mangent tous les jours, et puis comme ça, ils continuent à consommer. Puis là, subitement, ils ont décidé de tout détruire, mais leurs revenus viennent de la consommation. Oui, mais ils l'envisagent pas comme ça. Déjà pour eux, de toute façon, il y a trop de gens qui habitent cette planète. Donc déjà, ils veulent en faire disparaître un bon nombre. C'est pas un scoop non plus. Oui, Ça s'est déjà vérifié depuis déjà. Même, je me souviens d'une déclaration de Kissinger en 1974, si ma mémoire est bonne, où ce monsieur disait, de toute façon, la surpopulation de la planète, enfin je vais synthétiser sa déclaration, mais la surpopulation de la planète est un problème. Ensuite, le clou a été enfoncé par diverses personnes, que ce soit Bill Gates, même Attali, etc. Même le monument, vous savez, le monument Gidderstone, oui. qui a été construit, qui d'ailleurs, il y a pas longtemps, s'est pris un coup de pelleteuse. Mais bon, apparemment, ils en ont trop rien à faire, puisque de toute façon, le monument a été visité par je ne sais pas combien de milliers de gens. Et c'est explicite, hein, la population de la Terre devait pas dépasser les 500 millions de personnes. Donc en fait,
Je pense que leur stratégie, c'est d'avoir déjà d'avoir moins de gens sur la planète, et le reste des gens qui y seront, ça serait de continuer à travailler pour eux et de les rendre esclaves. C'est ça, C'est absolument. en gros, c'est ça le but, hein. Mais Oui, ce sont sous des couverts de costumes 3 pièces et d'une logique intelligente, parce que ce sont des gens instruits. Ce sont quand même des psychopathes. C'est-à-dire que c'est vrai que ce sont des psychopathes. C'est-à-dire que ils ont été ce sont recrutés vraiment des parce vrais, qu'ils... quoi. Oui. Mais ils ont été recrutés parce qu'ils fonctionnent comme ça. Absolument. Bah, de toute façon, quand on est dans ce genre de famille, si on est tout bébé et qu'on a la malchance de naître dans ce genre de famille, c'est sûr qu'on est conditionné, hein. Oui, absolument. Alors là, depuis la plus tendre enfance, malheureusement, c'est le lavage de cerveau quotidien. Donc c'est vrai qu'à moins d'avoir beaucoup comment dire, d'esprit libre et d'arriver à échapper à cette emprise, compliqué, hein. C'est Ah, mais vraiment il y a très même compliqué. des enfants qui ont eu des accidents. En plus, ceux qui voulaient pas rentrer dans le moule, Ça. ils ont eu curieusement des accidents. Oui, oui. C'est Bon. curieux d'ailleurs, comme des fenêtres d'hôtel au 32e étage de gratte-ciel qui ne s'ouvrent jamais, tout d'un coup s'ouvrent et le gars, oh, il se précipite dans le vide. C'est étrange, hein, ce genre de fenêtres qui en général ne s'ouvrent jamais puisqu'elles sont condamnées et c'est l'air Oui, oui. climatisé 24 heures sur 24. Donc c'est étrange, hein. Ouais, c'est C'est ça. étrange. Il y a des pièces spéciales. Aussi, aussi. Alors, j'ai vu aussi que vous avez bien creusé concernant les pandémies futures. Ah, oui, malheureusement, oui, j'ai bien creusé, oui, oui, oui. Ah bah, l'OMS, ouais. L'OMS, c'est, moi, je la baptise l'organisation morbide de la santé, pour plusieurs raisons, parce que déjà, c'est une organisation mondiale qui dépend de l'ONU, donc l'ONU étant de facto suspecte, puisque de toute façon, l'ONU, c'est les Américains derrière, et les Américains, quand même, ont prouvé depuis la création des États-Unis d'Amérique, que c'était quand même un pays assez belliqueux et pilleur, Ah puisque bah, en plus, oui, ce sont des cow-boys qui jouent au poker. voilà, puisqu'en un peu plus de 200 ans d'existence, ils ont été quasiment autant en guerre contre un pays du globe. Donc ça commence à faire beaucoup. Donc voilà quoi. Après, Il y a une prise de conscience qui s'opère, et ça, je pense qu'il n'avait pas tout à fait imaginé qu'elle soit aussi importante. c'est Que, vrai, que de c'est gens vrai. qui ne se sont pas soumis, que de gens qui comprennent ce qui se passe, que de gens qui sont capables de lire des livres d'histoire et de constater ce C'est que vrai. vous venez de dire est la réalité. Je pense que dans leur psychopathie et dans leur façon de regarder les autres humains comme des esclaves, ils ont considéré que nous étions des grands nuls et qu'on ne comprendrait pas ce qui se passe. Et C'est qui tout à fait vrai. et, C'est là leur erreur. Tant mieux pour nous, tant pis pour eux. Mais justement, il faut s'en méfier encore doublement parce ben, que c'est ça. Oui. la bête blessée, en général, rien de pire qu'une bête, qu'un Tout fauve celle-là. blessé. Après, ça ça peut vite devenir compliqué. Ben, c'est vrai. Oui, en fait, selon mes convictions personnelles, nous sommes dans une véritable guerre spirituelle. C'est tout à fait vrai. C'est, on peut parler de la finance, on peut parler du Covid, etc. Mais je crois que ce qui se cache vraiment derrière, c'est une guerre spirituelle de prise de Hmm. pouvoir des âmes. C'est vrai. C'est tout à fait vrai. Et que Oui, les c'est tout. gens, pour avoir vécu dans le matérialisme au moins depuis la Seconde Guerre mondiale, eh ben, il y en a beaucoup qui ne se sont jamais posé la question de savoir s'ils avaient une âme. C'est vrai. C'est tout à fait vrai. Oui, oui, c'est vrai. Mais c'est tout à fait vrai. Ils s'attendaient pas à une telle volte-face, effectivement. C'est vrai que nous ne sommes pas nombreux à faire volte-face, mais à leur emprise, mais ils s'attendaient pas à ce qu'il y ait autant de conviction derrière et autant de force derrière. Et oui, comme quoi on peut pas tout prévoir, et c'est comme quoi rien n'est écrit. Le futur n'est pas écrit. Donc tout peut changer, tout peut arriver. Exactement, et ça va dépendre de tout un chacun, et à Absolument. condition aussi, comme je le dis souvent, que nous soyons ensemble. Absolument. Je suis Et entièrement d'accord. comme je rejoins de temps en temps Philippe Guillemont,
Il dit que ce test d'obéissance n'a pas fonctionné. Les C'est vibrations vrai. n'étaient pas suffisamment fortes dans le bon sens, ou peut-être trop fortes, du coup on ne s'est pas soumis. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Et parce que c'est vrai qu'ils y sont pas allés avec le dos de la cuillère et c'était tellement gros que fallait vraiment avoir deux neurones à peine connectés pour se rendre compte que ça collait pas. C'est pas faux. Malheureusement, on peut se rendre compte quand même qu'il y a quand même une majorité de gens sur la planète, hein, parce que là, je vais pas même pas citer un pays, quand même une majorité sur la planète qui sont quand même pas bien connectés, hein, quand même, hein, parce qu'au bout d'un moment, quand même. Ou alors Oui, ils sont pas informés, pas connectés. Comme me dit une amie belge, elle me fait rire, elle a une expression là-dessus. Ils ont peut-être pas toutes les frites dans le même paquet. Bon, j'ai trouvé ça assez drôle. Ah, toutes les frites dans le même paquet, j'ai dit, je vais te la oui, prendre, celle-là. Avec ta permission, je vais te la piquer. Voilà. oui. Ceci dit, on peut aussi leur pardonner parce que il y a quand même une grosse partie de la population qui travaille 12 heures par jour, plus les transports, plus qui ont le cerveau complètement lessivé et puis qui sont endettés avec des crédits et qui se sont fait prendre par le stress, par la peur, par l'angoisse du jour au lendemain. On leur a asséné avec une violence extrême, je parle d'une violence médiatique, euh, tout un leitmotiv qui revenait, comme quoi ils allaient mourir s'ils faisaient rien. Et on se met à la place de ces gens-là. Il faut avoir le courage de dire, bah non, j'arrête tout, je me replie à la campagne, je planterai des carottes, mais je rentre pas dans le truc. Il faut avoir un grand, grand courage. Alors non, je suis d'accord et à la fois d'accord et un peu en désaccord, Marqué, avec ce Tant que. mieux. Oui, c'est-à-dire que c'est vrai que bon, ce que vous venez de dire est tout à fait vrai. C'est vrai que les gens travaillent beaucoup pour ceux qui effectivement font vivre en fait la société, courent partout, etc. Maintenant, en revanche, comment dire, là où je suis un peu en désaccord, c'est un peu ce manque quelquefois quand même d'intégrité personnelle. Ce qui veut dire, je veux dire par là que quand vous avez quelque chose qui est nuisible, vous avez toujours le pouvoir de dire non, peu importe que l'on soit, je veux dire, que l'on soit effectivement un peu qu'on n'ait pas beaucoup de temps parce qu'on travaille beaucoup, qu'on ait des enfants à s'occuper, etc. Je comprends, hein. Je comprends qu'on soit un peu quelquefois en train de courir à droite à gauche et à gauche à droite, mais ça n'empêche pas quand même qu'on peut avoir quelques réflexions et on peut aussi dire non. Et c'est là où je suis toujours un peu en désaccord. Vous savez, comment vous dire, j'ai toujours en mémoire, d'ailleurs, j'écrirai un bouquin là-dessus dans l'année prochaine, c'est prévu, mais j'ai toujours en mémoire, j'ai eu la chance et la malchance, parce que en fait les deux, de faire mon service militaire en 74 à Tahiti. Alors la chance, parce que quand vous avez 20 ans, j'avais 20 ans à l'époque, les Vainés, évidemment, on m'a dit, les Vainés, ah, les ciels bleus, le sable. Ah, 20 ans, je me dis, ouais, super, j'y vais. Donc, effectivement, je suis arrivé là-bas par 37 degrés, le parfum des hibiscus enivrant, la mer bleue, magnifique, le sable chaud, le soleil. Bon, les Vainés, ça m'a moins... J'ai trouvé ça un peu surfait, mais bon, à l'époque, on va m'accuser de sexisme, mais bon, j'ai trouvé ça un peu surfait à l'époque. Mais bon, ceci dit, c'était quand même, au départ, c'était sympa. Et puis, mais j'avais oublié un détail, le détail, c'est la bombe atomique. La bombe atomique qui, chaque année, explosait, que ce soit à Fangatofa au départ, un atoll qui d'ailleurs a failli sombrer totalement dans l'océan à cause des bombes nucléaires, ou que ce soit à Mururoa. Il se trouve qu'en 74, c'est à Mururoa. Ils l'ont fait donc au-dessus de l'atoll et le tir a été raté. Alors si tant est quand je peux me demander aujourd'hui qu'est-ce que c'est qu'un tir réussi, parce que le tir réussi, c'est toujours des radiations qui s'en Oui. vont, mais bon, le tir a été raté, les nuages sont montés dans l'atmosphère et sont redescendus parce qu'il y a eu un orage violent et ont contaminé donc les 160 000 personnes présentes à peu près sur Tahiti et l'archipel des Tuamotu, moi y compris.
Donc, je vous passe les détails d'amis à l'époque qui sont morts depuis, de cancers foudroyants, de choses à peu près pas terribles, mais évidemment toujours impossible d'en avoir une preuve parce Bien que, sûr. bien évidemment, vous pouvez pas le prouver. En revanche, là, c'est pour ça que je fais un peu, je saute un peu sur cela pour vous expliquer qu'effectivement, là où je suis pas tout à fait d'accord avec la réaction quelquefois d'une majorité de gens, c'est que comme j'étais un élément perturbateur, nous étions une bande de quatre où on montrait vraiment notre désaccord à tout cela. À un moment donné, ils m'ont foutu sur un atoll qui s'appelait Ao, qui est une base avancée entre Tahiti et Mururoa. Ao. Donc c'est un atoll. Bon, ils ont construit une base militaire flambant neuve là-bas à l'époque. J'ai passé 3 mois là-dessus et un beau jour, au bout de 15 jours, j'ai dit tiens, je vais aller me balader au bout de l'atoll. Donc je suis parti à pied et là, quelle ne fut ma surprise de trouver des baraquements en tôle ondulée avec des gens qui vivaient là dans le dénuement le plus incroyable. Il y avait des petits enfants, des gens qui vivaient dans une extrême pauvreté. Donc c'était des Maoris, la population donc autochtone de là-bas. Et là je leur dis mais qu'est-ce que vous faites là? Parce que moi j'étais persuadé, on m'avait toujours dit que l'atoll d'Ao était inhabité quand les militaires s'étaient installés. D'ailleurs, j'ai retrouvé un document de l'INA, enfin de l'Institut national audiovisuel français de l'époque, où effectivement le commentateur disait oui, on construit une base super, bah de toute façon, on peut le faire parce qu'il y a que des cocotiers. C'est un mensonge, parce qu'il y avait une population autochtone. Laquelle population autochtone a été effectivement poussée au bout de l'atoll dans le dénuement le plus complet, oublié de tous. Parce que quand vous êtes perdu au milieu de l'océan Pacifique, c'est facile d'être oublié de tout le monde, hein, Oui, je ça veux va dire. vite. Vous existez plus. Et là, je suis tombé de haut. Mais je me suis dit, mais comment ça, vous habitiez cet atoll? Oui. Ah, mince alors. Et je suis rentré, j'étais un peu abasourdi. J'en ai parlé à des copains de chambrée là-bas, des camarades et tout. J'ai eu effectivement très peu de réactions. Alors qu'en réalité, il y aurait dû avoir beaucoup plus de réactions de cela. Il y aurait dû avoir quand même une réaction quand même, de rejet, d'inquiétude, de se dire oui, mais alors on nous ment vraiment, qu'est-ce que c'est que cette affaire, etc. Ben, en réalité, j'ai été très déçu parce que à part quelques autres, on devait être une poignée et moi, personne se posait trop de questions et en réalité, tout le monde en avait rien à foutre. Enfin, la grande majorité n'en avait rien à foutre. Et depuis cette époque, je regarde un peu, c'est vrai, la majorité des gens avec une certaine méfiance. Je me dis, mais tant que ça les touche pas eux-mêmes, en fait, ce qui se passe autour, ils en ont rien à cirer. Passez-moi l'expression. Oui, Donc, il y a euh, donc c'est là où je me dis, oui, on peut travailler beaucoup, oui, on peut être submergé. Mais non, ça n'empêche pas qu'on peut aussi s'intéresser à ce qui se passe autour et à un moment donné décider aussi de dire non. Et c'est là où je me dis la majorité des gens, après tout, est responsable d'une façon ou d'une autre à ce que nous vivons toujours et ce que nous continuons à vivre aujourd'hui. Parce que si une majorité de gens, à un moment donné, disaient non, c'est-à-dire si une majorité des gens avaient dit non simplement à ces liquides poisons qu'on a forcé à injecter à la quasi-totalité de la planète, si les gens avaient répondu non massivement à un port du masque totalement inutile et insensé, si les gens avaient répondu non à des dérogations de sortie, enfin à tout le cinéma qu'on a eu droit, avec des couvre-feux, enfin bon bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc Ah, très bien. c'est vrai que c'est pour ça que je vous ai dit au début, je suis à la fois d'accord et à la fois pas d'accord. Ouais. Je peux vous rejoindre là-dessus, mais quand on regarde les techniques de manipulation et l'impact sur le plan psychologique qui a été merveilleusement organisé, faut reconnaître les choses. C'est vrai, non, non, c'est Le vrai, chef de je projet vous l'accorde, là-dessus, le je chef vous de l'accorde. projet là-dessus, il est quand même champion. Ah oui, 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 je vous l'accorde, non, non, c'est vrai, je vous l'accorde. Donc, et que on a des vies qui sont plus ou moins faciles, C'est bah, c'est vrai. que, on a tendance, si on se fait manipuler trop fort, à tomber du mauvais côté de la marmite. C'est pas faux. Non, non, mais c'est pas faux, hein. Je suis pas en train de, voilà. Mais enfin, bon. C'est vrai que le message que je voudrais passer à une majorité de gens, c'est aussi, bon, vous avez encore le pouvoir de dire non.
Et je pense qu'il serait temps effectivement de le faire sur bien des sujets, quoi. Alors, Voilà. je pense que le pouvoir de dire non existe encore, mais à mon avis, plus pour longtemps si on se bouge pas. C'est pas faux. C'est pas faux. Sic Thierry Breton qui a fait passer sa nouvelle loi le 25 août, Bah, interdisant effectivement voilà. Oui, oui, non, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord, effectivement. Ça va donc, devenir de plus en plus difficile. je pense que le compte à rebours est lancé. Hmm. Je pense que, alors pour ma part, dans ma façon d'analyser les choses, je pense qu'on doit passer par une étape de pardon entre ceux qui ont été pour, ceux qui ont été contre, etc. Parce que c'est ensemble qu'on pourra faire bouger les choses. Ah oui, oui, tout à fait. Sinon, Oui, on je va suis se d'accord. faire encore diviser, encore ostraciser, et qu'il y a cette étape de pardon, c'est mon côté un petit peu spirituel, pas un petit peu d'ailleurs, qui m'apparaît évident aujourd'hui, c'est que si on passe pas par cette étape, on aura beau avoir toutes vos analyses et toutes ces études, il faut aussi, quand on découvre tout ce qu'on découvre à travers de votre livre, va falloir se pardonner à soi-même d'avoir été sourd, aveugle, ou d'avoir repoussé, ou de pas avoir voulu entendre, ou avoir dit mais non, mais tout ça c'est des histoires, parce que maintenant la réalité est là. Donc déjà, il faut commencer par se pardonner à soi-même pour sortir du déni. C'est vrai. Il va C'est vrai. falloir se pardonner à soi-même pour éviter la colère, ou tout du moins, si on est en colère, la placer au bon endroit et utiliser cette énergie de la colère à bon escient. C'est vrai. Non, c'est vrai. Parce que votre livre, quand on le lit, bon, moi j'avais la chance d'être au courant depuis, je suis à peu près de la même génération que vous. Oui. J'avais un professeur en sciences politiques, je prenais des cours du soir en sciences politiques, qui nous avait déjà expliqué avec les accords de Yalta, le partage du monde, etc., tout ce qui était en train de se mettre en place. Et donc, je suis pas surpris, mais votre livre, ce sont des informations sourcées qui permettent de prendre conscience de la réalité et de se dire, so what, maintenant, je fais quoi? Effectivement. Est-ce que je veux que mes enfants ou mes petits-enfants subissent les conséquences de tout ça? Ou est-ce que je suis prêt à sacrifier un certain nombre de choses de cette vie confortable qu'on nous a offert depuis 70 ans pour permettre à mes enfants et à mes petits-enfants de vivre autre chose? C'est ça qu'il y a derrière votre livre. C'est ça. C'est ça. C'est tout à fait cela. Absolument. Oui, c'est Donc, ça. et c'est vraiment le fait de pouvoir se dire, OK, on est dans un monde psychiatrisé complètement. Euh, Est-ce que j'en sors ou est-ce que j'y reste? Et voilà, effectivement. Effectivement. Est-ce que je fais quelque chose pour que cet asile psychiatrique à ciel ouvert, ça me nuise, ou est-ce que je continue à l'alimenter? Non, mais c'est tout à fait cela. Absolument. Alors, à la lecture de tous vos propos, vous, Oui. on fait quoi? Bah, moi, ce que je dis toujours, il y a des gens, beaucoup de gens me posent la question. Mais en fait, c'est un peu ce que je viens d'évoquer tout à l'heure. C'est-à-dire, je dis toujours, mais on a tous le pouvoir, en chacun de nous, de dire non. C'est-à-dire de remettre en cause une doxa, une loi, de remettre en cause un décret, de remettre en cause quelque chose qui ne va pas dans le sens de la survie. C'est-à-dire, je pense qu'il faut toujours soutenir un gouvernement, mais qui œuvre pour le bien du peuple. Ça, je suis d'accord. Si, Oui. voilà, si le gouvernement s'aperçoit qu'il n'œuvre pas pour le bien du peuple, alors à ce moment-là, c'est un devoir de dire non. Et je pense que dire non, c'est pas forcément très complexe. Je demande pas aux gens d'aller dans la rue, de manifester, ni même d'écrire, ni même de parler dans des médias. Non, simplement le pouvoir de dire non. C'est-à-dire que on donne un ordre insensé qui est, par exemple, qu'il faut S'autoriser porter à sortir? voilà, qu'il faut s'autoriser à sortir Ouais. en signant une dérogation stupide. Eh bien, je pense que la majorité des gens pouvaient dire non. Je pense aussi aux plages. Rappelez-vous les plages dynamiques à l'époque de cette histoire de Ouais. Corona Circus. On ne pouvait pas s'asseoir sur une plage. Non, mais ça devenait débile, quoi. Il fallait marcher. C'était les plages dynamiques. Il faudra quand même,
je sais pas, n'importe quelle personne réfléchissant un peu pouvait quand même se rendre compte que c'est pas parce qu'on marche ou qu'on est assis dans une plage que le virus va pas agir. Donc soit le virus est actif quand on marche ou quand on s'assoit, soit il l'est pas. Eh ben non, apparemment, il y a quand même beaucoup de gens qui ont obéi au doigt et à l'œil à cette histoire de oui, oui, je m'assois pas sur une plage parce que c'est interdit. Bon, en plus, il y avait de toute façon les forces de l'ordre pour rappeler qu'il fallait pas s'asseoir. Et puis pour rappeler aussi que le porte-monnaie, ben il y avait 135 euros qui allaient s'envoler dans les poches de l'État. Mais ça aussi, je me demande quand on fait partie des forces de l'ordre, on finit par se demander comment on peut appliquer de tels décrets et de telles lois stupides. Parce que franchement, moi je sais pas, je serais gendarme, j'aurais pas fait du zèle là-dessus. Je me serais dit quand même pas exagéré. Il y en a qui ont fait du zèle. Oui, absolument. Ils ont pris l'hélicoptère comme dans les Vosges, là, la gendarmerie dans les Vosges, là, ils ont pris l'hélicoptère pour aller regarder dans les forêts si les mecs ils allaient pas faire le jogging alors que c'était interdit et s'ils avaient bien le masque. Non, mais je veux dire, au bout d'un moment, ça va, quoi. Je veux dire, on peut être gendarme mais pas être non plus avec avec des œillères monumentales. On n'est pas obligé, hein. Personne, voilà ce que je veux dire par là, c'est que rien n'est obligatoire. Tout devrait être un peu réfléchi. Or, nous sommes de plus en plus, pardon, dans une société, c'est clivant, quoi. C'est-à-dire, on n'obéit pas. C'est ça. Il n'y a pas de juste mesure, quoi. C'est-à-dire, il n'y a pas, mais attendez, je vais quand même pas aller conduire une voiture avec mon masque sur la tête, comme j'en ai vu beaucoup conduire leur petite voiture avec le masque. Ils sont tout seuls dans la voiture, ils avaient le masque. Et là, je me dis, mais faut quand même se le faire quand même. Quoi. Ils ont même pas quelqu'un à côté, donc ils peuvent même pas dire que c'est leur voisin qui va leur Ah, ils avaient envoyer peut-être un le. ami imaginaire au point où on en était. Non, mais Mais des fois, c'est c'était vrai que énorme, c'était tellement énorme c'est que c'est les gens étaient énorme. Quoi. sidérés. Non, mais c'est de la sidère. Mais à ce point-là, c'est lourd quand même. Hein. Donc c'est vrai, voilà. Bon, pour en revenir à ce qu'on disait, oui, c'est ça. Je pense qu'en chacun de nous, on peut dire non. Il suffit de le dire et c'est pas et de le faire. C'est pas non plus la foudre ne va pas tomber sur chacun des personnes parce qu'une personne aura dit non. Alors, Après, si je reprends une autre partie, c'est le chapitre 5, si le manuscrit que j'ai eu est le bon, sur les grandes entreprises agroalimentaires qui deviendront de plus en plus grandes. grande Hein. question. Donc là aussi, nous avons le pouvoir de dire non, d'aller peut-être se nourrir chez les paysans. On a un vrai pouvoir citoyen. Absolument, absolument. Qui n'est pas malheureusement en majorité n'est pas du tout présent. Ouais, et c'est ça que, enfin moi, ça fait partie de toute ma réflexion. Comment faire renaître ce pouvoir citoyen de dire aux gens, écoutez, on comprend qu'il y a 12 heures de boulot par jour entre les transports, le temps au bureau ou dans les entrepôts, ou qu'on soit manutentionnaire ou n'importe quoi. Ok, mais il y en a qui travaillent pas. Il y en a qui sont au chômage. Pourquoi est-ce qu'ils feraient pas les courses pour les autres auprès des paysans, auprès des maraîchers, en achetant à un prix correct auprès des paysans et des maraîchers pour qu'ils puissent s'en sortir. Et c'est là où je me dis, mais quand est-ce que le citoyen va se réveiller? Ben, c'est une bonne question, je sais pas. J'espère qu'ils vont finir par se réveiller dans pas longtemps parce que la situation devient de plus en plus grave et difficile. Donc il va y avoir vraiment intérêt à se réveiller, d'autant plus que entre maintenant et 2025, il va y avoir vraiment un grand tournant. Donc Oui, j'espère et j'invite effectivement, et on peut dire que nous invitons, parce que je suis pas tout seul, il y a déjà oui, oui. vous et d'autres, il faudrait mieux qu'une majorité de gens qui commencent à ouvrir les yeux. Mais vous savez, Ça quelquefois, coûterait- Allez-y, allez-y, hein, je vous oui, non, je disais, je voulais dire que quelquefois, je vais dans un supermarché acheter du produit de base, style papier, etc., sopalin, etc. Je suis effaré vraiment de voir les caddies, ce qu'il y a dans les caddies. Et en majorité,
c'est de la malbouffe. Absolument. C'est-à-dire, c'est des sodas sucrés, c'est du pain de mie tranché bourratif avec rien dedans. C'est des pains spéciaux pour faire les burgers, donc ultra sucrés. C'est beaucoup de biscuits, donc ultra sucrés aussi. C'est beaucoup de charcuterie sous blister, ultra sucré également, parce qu'il suffit de se pencher sur ce qu'il y a dedans, sur les produits qu'il y a dedans, et on s'aperçoit très vite que c'est bourré de conservateurs sucrés. Et c'est vraiment rempli en majorité de vraiment malbouffe. C'est-à-dire que pire que ça, il n'y a pas. Ah, puis j'ai oublié aussi tous les produits évidemment fabriqués, qui soient surgelés ou non, et qui sont souvent insipides, sans saveur et sans valeur nutritive, et toujours pareil, ultra sucrés. Donc il faut pas s'étonner si aujourd'hui on a une recrudescence de personnes ayant un problème de surcharge pondérale, puisque de toute façon, nous sommes de plus en plus dans la civilisation du sucre dans les pays occidentaux, et ça gagne l'Asie malheureusement aussi. Donc il n'y a jamais eu autant d'obèses aujourd'hui qu'aux États-Unis et même en Europe, et que ça gagne de plus en plus. Mais tout ça, c'est les conséquences de la malbouffe. Donc pour en venir à ce qu'on disait tout à l'heure, je vois quand même qu'il y a quand même une bonne majorité de gens qui se nourrissent de plus en plus mal. Alors on peut se laisser aller à la facilité, c'est pas un problème. Moi, ça m'arrive de temps en temps de manger des chips parce que j'aime bien les chips. Bon, je sais que c'est très mauvais d'un point de vue nutritif, mais bon, De temps en de temps, temps en temps, faut se faire plaisir. Mais ceci dit, je vais pas aller en acheter tous les jours, je vais pas en consommer tous les jours. Et à côté de ça, avec mon épouse, on essaye de consommer de la bonne viande avec des petits éleveurs, on essaye d'aller chez des petits maraîchers, on essaye de prendre des œufs dans des fermes que l'on connaît, le beurre pareil. Voilà, on essaye et c'est contrairement à la croyance populaire, c'est pas forcément plus cher que dans les supermarchés, mais au moins il y a une bonne valeur nutritive. c'est surtout qu'il y a un fait Voilà. aussi, c'est que quand on mange sain, on mange beaucoup moins. Absolument, On est beaucoup plus absolument, vite rassasié. Donc, absolument. le budget ne prend pas vraiment une claque. Nous sommes d'accord, c'est ça. Alors, là-dessus, j'ai une réflexion qui me vient, c'est qu'en fait, à travers votre livre et à travers ce dont nous parlons, c'est qu'en fait, il n'y a plus le sens de l'effort pour survivre ou même pour vivre. Hmm, On est c'est gavé ça. d'informations. Et plus on mange de sucre en plus, moins notre cerveau est fonctionnel, puisque Ah ben oui. c'est une drogue pour le cerveau qui est absolument totale. Ah, total. C'est une véritable addiction, hein. C'est vraiment une véritable addiction. C'est voulu par les quelques, il doit y en avoir 4 ou 5 grandes firmes Oui, agroalimentaires mondiales. C'est vraiment voulu. C'est rendre les gens accros par le sucre. c'est Et ça. c'est vraiment ça. Mais je me suis amusé effectivement avant d'écrire ce que j'ai écrit donc sur les grandes firmes agroalimentaires. J'ai quand même fait une enquête. Hein. Je suis allé dans les supermarchés. Je me suis amusé à regarder les compositions de tout un tas de produits que je prenais. Et c'est là où je me suis rendu compte, je me suis dit, wow, quand même, c'est intéressant. Alors, je passe sur déjà toute la collection de E Oui. 150, E 260 qui sont plus ou moins nocifs à la santé, suivant ce que c'est. Et après, j'étais effaré de constater le nombre de produits dans un supermarché sucrés. C'est-à-dire toutes les charcuteries déjà sous blister sont sucrées. Oui, j'ai même vu de la moutarde avec du sucre. Ah oui, 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 oui. Ah bah alors les moutardes, c'est fou parce qu'une moutarde, normalement, il devrait même pas y en avoir, ou tellement peu que bon. Et là, elles sont sucrées. Les ketchup, n'en parlons pas, c'est ultra sucré. Toutes les sauces qui vous sortent aujourd'hui, les sauces barbecue, les sauces machin, les sauces blabla, les sauces chili, etc., sont ultra sucrées. Tout est sucré. Alors les gâteaux, bien sûr, ça on le sait, mais au-delà de cela, il n'y a pas que les gâteaux. C'est-à-dire que même aujourd'hui, les eaux pétillantes, si vous remarquez, au lieu d'avoir une eau pétillante style Badois ou San Pellegrino nature, on a des eaux pétillantes sucrées, avec Absolument. un peu de menthe, avec un peu de citron. Mais Oui. quand on regarde la compo, ah, il y a des glucides. Ah bah oui, il y a des glucides. Ah bah mon Dieu, tiens donc. Voilà. Et donc, on est dans la civilisation du sucre. Et effectivement, faut pas s'étonner s'il y a autant de dérèglements hormonaux et s'il y a autant de surcharge pondérale. Hein. C'est On malheureux. Hein. s'intéresse un peu dans votre livre,
on pourrait dire que nous avons été conditionnés à être pauvres, Hum, en mauvaise santé, hum. et à accepter la soumission. C'est ça, mais ça fait le jeu de Big Pharma, hein, derrière. Si vous C'est- êtes en mauvaise santé, vous allez prendre des médicaments. Et vous êtes après dans les rêtes de la médecine, hein. C'est-à-dire une fois que vous avez mis le pied dedans, ah bah oui, cher monsieur, vous avez du diabète, ah bah oui, vous avez du cholestérol, ah bah alors Ah, ça quel va pas, bonheur! ah bah quel bonheur. Alors, vous savez, c'était un peu fou parce que il y a une vingtaine d'années de cela, je devais consulter des otorhinolaryngologistes parce que j'avais eu un petit truc. Et un jour, il y en avait un qui m'avait dit la vérité. Ça m'avait assis quand même. J'étais assis, hein, remarquez, mais j'ai pas trop eu. Je suis tellement été abasourdi que je suis ressorti de son cabinet. Il m'a dit, mais vous êtes en bonne santé, ça ne m'intéresse pas. Alors Bah, j'ai c'est parfait. regardé, j'ai dit, pardon, mais c'était un prof, hein, de médecine, pardon. J'ai dit, comment ça vous intéresse pas? Mais maintenant, vous êtes en bonne santé. Il me dit, moi, je gagne ma vie avec des gens malades. Hein, magnifique, Bah oui. magnifique. Et donc, je lui dis, mais vous trouvez pas ça un peu cynique quand même? Ah, il me dit, non, c'est pas cynique, c'est la réalité. Bon, au revoir monsieur, merci, ça fera quand même 60 euros, merci beaucoup, au revoir. Là-bas, je suis ressorti, j'ai dit, quand même, waouh, intéressant, très Oui, intéressant. bien sûr. Ben, ils sont formatés dès l'université de toute façon. C'est ça, Et ils ont maintenant des petits chemins de décision en disant il y a ça, donc c'est ça, donc c'est ça, donc c'est tel médicament. Et puis voilà. c'est ça. D'ailleurs, pour moi qui ai travaillé comme formateur, notamment pour des entreprises pharmaceutiques, il y avait un document qui sortait régulièrement, je ne sais plus si c'était toutes les semaines ou tous les mois, et qui donnait le chiffre d'affaires par pharmacie de chaque molécule. Et donc, on pouvait le rapporter aux médecins qui avaient été visités par les fameuses visiteuses médicales Ah, d'accord, d'accord, qui d'accord. venaient informer les médecins qu'il fallait pousser un peu sur tel truc, pousser un peu sur tel truc, que telle molécule avait tel intérêt, que, etc., etc. Et on voyait tout de suite le résultat des Hmm, visites médicales par rapport au chiffre d'affaires des pharmacies qui jouxtaient les médecins. Voilà. intéressant, ouais, ouais, intéressant. Ça fait longtemps que c'est bien calculé. Ah Et, oui, oui, bien sûr. et alors j'en arrive au Khmer vert, hein. Ah oui, Là, on partage un point de vue total. C'est-à-dire, je suis pas anti-écolo, hein, loin de là. Il faut absolument faire des choses au niveau écologique parce que on nous sommes pourrit, d'accord. on est en train de pourrir la planète. J'ai des grandes discussions là-dessus avec des jeunes. Pour moi, c'est un problème d'éducation, c'est un problème de pédagogie, c'est pas un problème de taxes et de lois. Et pour moi, les Khmers verts, comme vous les appelez, ils sont au service de la dictature, ce sont les bras séculiers du système. Absolument. Là, on est tout à fait d'accord avec vous. Je me suis pris de bec souvent avec des écolos. Je les appelle souvent les écolos allégés parce que ça, ils m'énervent en fait. Mais je leur dis, mais au lieu de vouloir taxer absolument les gens et de leur faire porter le chapeau et la responsabilité, je dis parce qu'à un moment donné, il faut arrêter le délire. Je veux dire, dans des pays occidentaux, pardon, comme la France et les autres pays, je veux dire, chaque citoyen est de plus en plus respectueux de l'environnement. Donc, faut arrêter de nous gonfler avec les histoires de sauvetage de la planète. En revanche, qu'est-ce que vous faites pour pénaliser les grands pollueurs? Et là-dessus, alors là, grand blanc, C'est ça. grand blanc. J'ai dit, mais les porte-conteneurs, vous savez, qui sillonnent les océans 24 heures sur 24 et qui polluent comme je sais pas combien de milliers de voitures et qui rejettent du dioxyde de soufre dans l'atmosphère. Je dis ça, j'entends aucun écolo prendre le problème à bras le corps. Ah, effectivement, il noie le poisson. Ah, bah oui, mais vous comprenez. Bah non, j'ai dit, je comprends pas, justement. Au lieu d'arrêter de nous faire porter le chapeau et pointer du doigt vraiment les vrais pollueurs, et vous verrez que la planète s'en portera mieux. Et faites Surtout, des campagnes aussi d'éducation dans des pays où effectivement, bon, il y a malheureusement des pays encore aujourd'hui où je veux dire l'environnement c'est pas leur tasse de thé, mais aussi parce qu'ils ont leur attention sur autre chose. Donc c'est vrai que la pollution derrière c'est pas forcément leur attention, mais je veux dire il y a voilà. Et puis aussi cette espèce de énorme continent de plastique qui flotte dans l'océan Pacifique, personne ne prend le problème à bras le corps et curieusement personne n'envoie des bateaux pour détruire et résorber cette saloperie. Passez-moi l'expression oui, aussi. absolument.
Et là, ah bah là, il y a non, 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 personne ne Et, veut payer pour ça. C'est et intéressant, quoi. l'écologie va être payée, en fait, ça va paupériser encore plus ceux qui sont Mm. déjà pauvres, qui Oui, ne peuvent pas s'acheter une nouvelle voiture pour être aux normes, donc qui ne pourront pas aller travailler. Enfin, c'est ça. ils sont en train, sans s'en rendre compte, de servir tout le système qui se met en place à l'heure actuelle. C'est tout à fait vrai. Alors, je sais pas s'ils s'en rendent pas tout à fait compte, mais bon, en tout cas, ça va loin quand même, hein. Et je Ça crois. va loin. Mais oui, je suis content que ça aille très loin et parce que du coup, il y a des gens qui s'éveillent à cause de l'écologie. Il y a des gens qui s'éveillent grâce à des livres comme le vôtre. Il y a des Mm. gens qui s'élèvent grâce aux émissions qu'on peut faire comme ça. Il y a des gens qui s'élèvent parce que le problème de la santé ou de la malbouffe, ça leur pose un sérieux problème en fait. Mm, mm, mm. Des gens qui sont pauvres et qui sont obligés malheureusement d'acheter de la malbouffe et qui en subissent les conséquences avec 20, 30, 60 kilos de trop sur leur santé, ils en sont conscients, mais ils n'ont pas encore le déclic de se mettre en route pour organiser les choses autrement. Et je le dis souvent dans toutes les émissions et même un livre que je viens d'écrire, c'est ensemble qu'on pourra faire les choses, pas chacun de son côté. C'est, Absolument, c'est vrai. et puis, il y a un autre point aussi dont vous parlez dans votre livre, c'est la novlangue. Ah, oui, 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 la Parce qu'en novlangue. fait, j'avais lu un livre, mais il y a fort longtemps, il y a plus de 20 ans, plus de 25 ans, d'un psychiatre français auquel le gouvernement avait demandé une étude sur la violence dans les cités. Et qui était revenu avec comme résultat en disant, mais il y a une perte de vocabulaire, les jeunes n'arrivent plus à s'exprimer, ils n'ont plus les mots pour pouvoir s'exprimer. Donc ça sort avec les poings, ça sort avec des couteaux, mais leur mal-être, ils ont besoin de le sortir et ils n'ont pas les mots et ils n'ont pas les connexions psychoneurologiques pour pouvoir exprimer leur mal-être. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Je sais pas s'il y a que ça, mais il y a aussi bon le problème de l'éducation, hein. Souvent aussi, bon, dans des familles pauvres, il y a aussi souvent des problèmes de famille, Oui, familiaux, bien hein. sûr. Souvent Oui. aussi, ce sont des familles monoparentales. C'est pas si évident que ça. Le gamin est livré à lui-même dans les rues. Il n'est pas forcément assidu au lycée ou au collège. C'est compliqué. Et puis il y a aussi tout l'environnement immédiat qui est pas du tout propre à la rêverie, hein. Faut reconnaître quand on habite dans une cité HLM, euh, quand vous ouvrez le matin votre fenêtre et que vous voyez l'environnement, c'est un petit peu différent que quand on ouvre les fenêtres, par exemple, en plein Paris et qu'on les ouvre sur le square Monceau, par exemple. Ah, oui, c'est sûr que on n'est pas dans le même état d'esprit. Voilà, disons que vous pouvez boire votre café d'une façon plus sereine en ouvrant votre fenêtre, en ayant vu sur le parc Monceau, que plutôt l'ouvrir en ayant vu sur le HLM du coin, avec des gens qui hurlent à la fenêtre parce ils sont en train de se crêper le chignon. Voilà, donc c'est pas tout à fait la même ambiance. C'est, ça aide pas, on peut pas dire que ça aide à l'épanouissement, quoi. Voilà, c'est ça que je veux dire, quoi. Je connais un peu le problème, figurez-vous, parce que j'ai habité moi-même dans une cité quand même. J'ai passé 15 ans de ma vie dans une cité, donc je connais de l'âge de 5 ans à l'âge de 20 ans. Pour des raisons familiales, mon père n'étant plus là, ma mère m'a élevé tout seul, elle n'avait pas beaucoup de sous et on s'est retrouvé donc dans un HLM sordide dans une ville de province et j'ai passé 15 ans de ma vie. Donc je connais bien le problème des cités. J'avais même écrit un billet là-dessus il y a longtemps. Et c'est comment dire, c'est vrai que c'est de la violence au quotidien, mais tant qu'on n'a pas habité dans ce genre d'environnement, c'est difficile pour quelqu'un de l'appréhender. Mais c'était la violence au quotidien. Je vais vous épargner les images de violence lourdes mais il y en a beaucoup, faut le savoir. Oui. Et après, c'est vrai que c'est compliqué. Ça peut vite devenir très compliqué. C'est-à-dire quand vous appartenez pas quand vous voulez pas adhérer à cette violence, ça devient encore plus compliqué.
c'était mon cas. Donc, je n'ai jamais adhéré à cela, mais c'est chaud quand même, hein. C'est un peu chaud, quoi. Oui, oui, C'est d'ailleurs, on ressent pas. quand on va s'y promener simplement pour essayer de prendre contact ou de comprendre, il y a une tension, Ah bah euh, oui, il y a une tension, oui, bien oui, sûr. oui, existante. Mais c'est logique parce que vous avez, alors en plus, bon, le problème des cités aujourd'hui est un peu différent de celle que j'ai connue. Parce que celle que j'ai connue, il y avait l'alcool. Certes, il y avait les bagarres, certes, mais ça a toujours été ça a toujours été violent. Allez, à mon époque, si vous voulez, c'était ce qu'on appelait les 3 B, c'est-à-dire boisson, baluche et baston. Baluche de campagne, hein. Biture, c'était C'est biture, ça. baluche et baston. Bon bref, ça, effectivement, ça c'était évidemment les samedis soirs. Aujourd'hui, le problème depuis à peu près une trentaine d'années, il y a la drogue en plus. C'est-à-dire qu'il y a le trafic de drogue. Et là, c'est encore plus problématique. Parce que là, c'est encore plus violent parce que il y a le problème du deal. Euh, et ce sont des cités en plus où ce sont des cités de non-droit, c'est-à-dire que de toute façon, les forces publiques ont ordre de ne pas y aller. Et si elles y vont avec une malheureuse voiture. Donc, pour lutter contre tout un trafic de drogue, Et- c'est, à oui, mon avis, très très inefficace de le ils n'ont pas du faire. tout envie de se faire détruire. C'est un peu le problème. Donc c'est vrai qu'on a parqué les gens dans des ghettos parce qu'il faut quand même savoir que ces HLM sont des ghettos. Faut savoir aussi que quand vous habitez ce genre d'endroit, faut savoir que vous n'avez pas de tranquillité. Ça veut dire que les murs qui séparent votre appartement de l'appartement voisin sont tellement fins que vous entendez ce qui se passe à côté. Donc c'est vrai que vous n'avez jamais un moment d'intimité. Donc ça aussi, au bout d'un moment, c'est crispant, quoi. C'est-à-dire ça Oui, vous oui. crispe parce qu'il suffit qu'il y en ait un qui fasse la nouba jusqu'à 2 heures du matin, vous dormez pas, mais vous bossez le lendemain, vous vous dites, celui-là, je vais aller le voir, mais si vous allez le voir, il va commencer, ça va s'envenimer. Enfin, c'est compliqué. Et c'est vraiment compliqué de pas avoir d'intimité. En fait, le problème, c'est ça. Aussi, entre autres. C'est-à-dire, vous avez un grand problème d'intimité. Absolument de se retrouver avec soi-même, ce qui permet parfois de comprendre, de réfléchir, alors que là, notre cerveau est sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, alimenté, euh, excité en quelque sorte, comme s'il y avait un courant électrique, Absolument. C'est ça. C'est le par, problème. par 100 000 informations qui arrivent et qui sont pas forcément des informations positives. Ah non, 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 pas du tout. Et d'ailleurs, je reviens aussi sur cette question de nourriture. Vous dites en 2015, dans la 5e édition du DSM, qui est le Diagnostic Statistical Manual Disorder, Hmm, qui fait apparaître de nouveaux troubles. Alors, le trouble de l'acheteur compulsif, oui, ça c'est clair, il est seul chez lui, il est sur Internet, et comme il est seul, il va se faire livrer des paquets, comme ça il a l'impression qu'on pense à lui en plus, et ça oui, soit des cadeaux. aussi, oui, Il y a le syndrome d'aliénation parentale, oui, le trouble explosif intermittent, la colère, oui, oui, oui. dont effectivement qu'on peut comprendre quand on habite dans ces banlieues, dans ces HLM, où pour un oui, pour un non, on va exploser parce que la charge mentale est tellement forte que C'est compliqué. Ça peut vite devenir compliqué, ouais. le trouble d'alimentation excessive Oui, aussi. et le trouble relationnel, c'est-à-dire Hmm, qu'aujourd'hui, on voit des jeunes qui ne sont plus capables hmm, enfin des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs, de rentrer en relation avec des humains. hmm. Mais avec des robots, oui, ça va beaucoup mieux. Eh, ouais, Donc, malheureusement. vous nous faites un constat quand même dans votre livre. Je crois que c'est très très important de le lire parce que pour moi, quand je l'ai fini, je me suis dit c'est un réquisitoire. Si j'étais juge d'instruction, j'ai tout entre les mains, quoi. Oui, c'est vrai que c'est un réquisitoire. Je reconnais, c'est un réquisitoire, mais c'est difficile que ça ne soit pas, que ça n'en soit pas un parce que force est de constater que dans C'est tous ce les que- domaines,
Ce Ça sont des va faits. pas dans le bon sens, quoi. Ah oui, ce sont des faits. On peut pas Ce les nier. sont des faits, c'est ça. Donc moi, j'invite les gens à acheter votre livre et à le lire et à se le partager, même si les moyens ne permettent pas d'en avoir chacun le sien. Bah, Euh, c'est gentil. C'est Parce que gentil, c'est gentil. pour moi, c'est très très important d'avoir des sources, d'avoir des informations, d'avoir des faits. Parce Mm, que là, avec votre livre, on sort de cette scission, de cette cassure qui a eu lieu à cause de la Covid, et mm, on va pouvoir discuter sur plein de sujets différents mm. et se dire, bon, bah alors, on peut peut-être faire quelque chose ensemble au-delà de ce problème de vaccination, enfin Absolument, absolument. de piqûres, je ne Oui, fais c'est vrai. pas de vaccination, c'en est pas Mais une. Des amis scientifiques et médecins m'ont dit, ce n'est pas une vaccination. oui, j'en ai pas une. Mais c'est pour ça que j'ai voulu le sortir, ce livre, parce que ça faisait quand même 1 an et demi que je travaillais dessus, hein, faut le Ah oui, c'est un gros savoir. boulot, hein, oui. Ah oui, c'est un énorme travail de documentation, de recherche, de vérifier les sources, parce que c'est un énorme travail. Ça, c'est Ça fait. faisait, et ça faisait 1 an et demi que je l'avais donc, que je le reprenais, que je le reprenais, que je le reprenais, puis au bout d'un moment, je me suis dit, bon, allez, il est temps de le sortir, là, c'est le moment qu'il faut qu'il sorte. Voilà. Donc, je l'ai envoyé à mon éditeur et il l'a pris de suite à K Édition. Ils ont dit, ah ouais, ouais, j'y vais, je le prends. Donc, c'est bien, c'est très bien. Bravo en tous les cas pour ce travail parce que Et merci. ça nous remet à jour. Alors, je vais vous poser des questions plus personnelles. C'est quoi, Oui. c'est quoi qui vous anime? Qu'est-ce que vous avez au fond des tripes, au fond du cœur, faire ce Bah, travail? je l'ai un peu effleuré tout à l'heure quand je vous Oui, ai parlé de mon service militaire en 74. En réalité, quand vous avez 20 ans et que, en fait, déjà, j'avais eu un déclic quand j'avais, je sais pas, 14, 15 ans, que j'habitais dans ma fameuse cité et que je me posais quand même beaucoup de questions philosophiques et spirituelles. Je me disais, mais après tout, on est là. Je regardais les étoiles de temps en temps et je me disais, mais on n'est certainement pas la seule planète habitée de cet univers et même des galaxies. Donc je me suis dit, mais si on n'est pas les seuls habitants, qu'est-ce qui se passe ailleurs? Comment ça peut être géré? Et est arrivé bien entendu le problème de Dieu. Parce que je me suis dit, après tout, si on n'est pas les seuls, le problème de Dieu, etc. Donc je me posais tout un tas de questions. J'étais déjà assez consterné de constater que dans ma classe, quand je parlais de ça avec des autres gamins de mon âge, ils me disaient, mais qu'est-ce que t'en as à foutre de ce genre de questions? Écoute, bois une bonne bière, drague la nénette qui est là, et puis te pose pas de questions. Bon, d'accord, je trouvais ça un peu réducteur déjà à l'époque, je disais quand même, c'est un peu réducteur tout ça. Puis en 74, quand j'ai pris une grosse claque avec ce que je vous ai raconté, là, j'en suis revenu quand même choqué. C'est-à-dire, je suis revenu de ce service militaire choqué par rapport à ce que je vous ai raconté sur les essais nucléaires et tout. Je trouvais ça assez inadmissible qu'on aille faire péter des bombes nucléaires comme ça dans le Pacifique. Je parle de la France, là. Et là, ça a été un peu un déclic. Je me suis dit quand même, ça marche pas comme ça devrait marcher. C'est-à-dire qu'on nous fait croire des belles choses. On nous dit, oh ben oui. Il nous faut absolument l'arme nucléaire parce qu'on peut qu'avec ceci on va dissuader les pays voisins. La belle affaire. Il nous faut donc on peut pas d'autre moyen de l'expérimenter. Ben super, mais sauf qu'on a détruit des vies. Là, on a détruit des gens, mais bon ça glisse. Et là j'ai commencé ça a enfoncé le clou. Je me suis dit il y a quelque chose qui ne va pas au pays de la démocratie. Et donc voilà. Hein, donc après chemin faisant avec mon épouse que j'ai rencontrée assez tôt dans ma vie, on a toujours à peu près les mêmes convictions et les mêmes convictions, c'est de dénoncer sans encore et sans relâche ce qui mérite de l'être. Alors bon, évidemment, j'ai eu ma carrière Dénoncer professionnelle. ou Pardon? de dénoncer ou de crier la vérité? Ah bah les deux, hein. Oui. Dénoncer, c'est vrai, mais de crier la vérité aussi, ou les vérités, effectivement. Mais donc ça fait, alors évidemment, bon, entre les deux,
carrière professionnelle, il a bien fallu quand même gagner sa vie. Mais ce qui ne nous a jamais empêché, mon épouse et moi, parce qu'on partage à peu près les mêmes buts, de continuer à vouloir vraiment, voilà, marteler ce qu'il fallait marteler. Et ça fait à peu près une vingtaine d'années maintenant que j'écris. J'ai commencé donc, au bout d'un moment, je me suis dit, il fallait que j'extériorise tout ça, et puis que je pouvais peut-être apporter quelque chose de par mes enquêtes et d'exposer un peu des vérités justement. Donc j'ai commencé à écrire il y a une vingtaine d'années dans les quelques médias libres indépendants qu'il y avait à l'époque. Il n'y en avait pas beaucoup. Et c'était beaucoup des billets d'humeur. Et puis chemin faisant, ben j'ai continué à écrire. Et puis comme je vous ai raconté au début, je vous ai dit au début de cette émission, je me suis mis vraiment à écrire les livres en co-auteur en 2019 avec mon ami Jean-Louis Zambert, qui lui a 50 ans de journalisme d'investigation derrière lui, ce qui n'est quand même pas rien. Oui. Donc voilà, lui il a 50 ans, moi j'ai 20 ans d'enquête aussi, donc tous les deux. Puis on n'a pas la même, on est aussi rigoureux l'un que l'autre, mais moi j'ai plus le côté un peu, on m'a souvent taxé d'écrivain polémiste. C'est vrai que j'aime bien titiller un peu, Faire réagir un petit peu. j'aime bien, voilà, j'aime bien donner un petit tour de clé, nanana, voilà. C'est pour ça que je peux être assez virulent des fois sur Twitter ou sur des réseaux sociaux, mais s'il faut tacler quelqu'un, je le tacle toujours, jamais vulgaire, hein, Oui. je reste toujours dans la, Respectueux, oui. mais c'est qui va pas ça ne m'empêchera pas de tacler ou de remettre un peu à sa place ce qui me semble être correct de le faire. Donc voilà un peu ma démarche et je me dis que il est temps, il est temps que d'essayer d'apporter sa pierre un peu à l'édifice pour que maximum de gens se réveillent et je pense qu'on a tous à y gagner. Voilà, je pense qu'on peut tous y gagner et je Complètement pense d'accord avec qu'il vous. voilà et je pense que ce qui est important aussi de comprendre, ce que peut-être pas beaucoup de gens ont compris, pardon, c'est que cette minorité de gens qui nous dirigent là-haut, je dis là-haut parce qu'ils sont sur le toit du monde hein, un peu, Oui. Enfin, il s'y croit. Oui. ils s'y croient. Ils sont pas du tout animés de bonnes intentions, c'est-à-dire que de par leur, même avec leur façade altruiste et humanitaire, ils sont tout à fait aux antipodes de cela. Et il faut quand même, ça mérite un peu d'être compris, parce que je pense que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre que cette catégorie de gens se lève le matin avec la ferme intention de détruire, parce Oui. que c'est ça qu'ils ont dans la tête. Et ils se couchent le soir avec cette même intention. C'est-à-dire que tous les jours, c'est détruire. Alors, il y a des gens qui m'ont dit, mais c'est complètement fou d'être comme ça. Je dis oui, ça relève effectivement Oui. d'une maladie mentale. C'est tout à fait vrai. Mais c'est pas parce qu'ils sont habillés d'un costume 3 pièces et qui roulent en Maserati et qu'ils ont de l'instruction, parce qu'ils ont de l'instruction et ils sont souvent à des postes de pouvoir. C'est pas pour autant qu'ils sont altruistes ni humains. Pas du tout. Et la Absolument. grande différence, voilà, avec ce qui se passe en ce moment entre le monde unipolaire américano-européen et le monde multipolaire BRICS, c'est qu'il y a au moins enfin, des souverains ou des présidents dans quelques pays des BRICS qui, au moins, veulent aller dans le sens du bien-être du peuple. Alors que du côté américain et européen, ils Rien. en ont cure. Ils ne veulent absolument pas le bien-être du peuple ou des peuples. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ils sont pas du tout animés de bonnes intentions envers le peuple. Voilà. Oui. Ça me paraît vital, vous voyez, de le mentionner. Votre livre m'a rappelé les cours de sciences politiques, économiques que je prenais en cours du soir quand j'avais 20 ans. Avec, Mhm. ce qui représente quand même, je crois, 200, je sais plus combien de pages. Bon, je l'ai imprimé en A4, donc ça en fait moins. Mais le, ce- moi, je souhaiterais que les jeunes lisent ce livre et qu'au lieu de dire, waouh, tu dis n'importe quoi, waouh, t'y connais rien, waouh, t'es un complotiste. Non, non, lis-le et puis on va faire une interrogation écrite. Et on va voir quel est celui qui a le mieux mémorisé ce qu'il y a à l'intérieur. Et après, on va faire une deuxième interrogation sur le pardon et l'écriture. Qu'est-ce que tu ferais toi maintenant?
Oui, oui, Je oui. trouve que c'est un support pour la créativité pour les mois et les années qui vont venir. C'est-à-dire, est-ce que vous voulez que ça dure? Tout ce qui est écrit dans votre livre, est-ce que vous voulez que ça dure? Alors lisez-le. Et maintenant, qu'est-ce qu'on change? Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce qu'on peut créer ensemble? Ah oui, oui, c'est bien vu. Oui, oui, effectivement, c'est bien vu. C'est tout à fait. C'est Oui, oui, c'est la pierre de départ. C'est de dire voilà où on en est maintenant et ouais, on continue comme ça ou on change les choses. ouais, ouais. Non, non, Si vous aviez c'est. un message pour les jeunes, vous, personnellement, Il faut toujours, oui. Alors un message pour les jeunes, ça serait de faire confiance aussi à leur propre jugement et à leurs propres intuitions. Et donc de vérifier les sources, vérifier si ce qu'on vous dit est vrai. Ça peut paraître fastidieux, mais il y a que comme ça que je parle des jeunes là, il y oui, a que comme ça que vous allez percevoir les vérités ressentir. quoi. Oui, Voilà, parce qu'en fait, si on reste superficiel, si on reste juste scotché devant un journal télévisé de TF1, France 2 ou qu'on reste scotché sur des médias mainstream, il y a très peu de vérité. Donc il faut vraiment aller chercher là où elles sont. Et je pense que les gens, et je pense que je parle des jeunes aussi, mais des moins jeunes aussi, je pense que les gens s'en porteraient mieux d'aller chercher vraiment les vérités parce que à ce moment-là, vous pouvez trouver les véritables causes et vous pouvez agir sur cela. Alors que sinon, vous subissez. absolument. Et que malheureusement, j'ai rencontré malheureusement beaucoup de gens qui ont subi. Et aujourd'hui, ils sont un peu, ils se demandent d'ailleurs comment ça se fait ils ont pas ouvert les yeux avant. Je fais référence ici à quelqu'un que j'avais rencontré à Paris incidemment, un monsieur qui s'appelle Marc Doyer. Oui, Voilà, son épouse Morissette est décédée d'un Creutzfeldt-Jacob foudroyant après les 2 ou 3 injections d'un vaccin, enfin, soi-disant un vaccin ARN très messager. exagéré. Je l'ai rencontré, Marc Noyer, à Paris. On a échangé assez brièvement une petite conversation, mais c'est très intéressant. Et il m'a raconté que avant, il menait sa vie avec son épouse, il tenait un cabaret, et son épouse était meneuse de revue, donc ils étaient bien. Il me dit, on était bien, on était heureux, on était des Français moyens, voilà. Et puis quand on nous a demandé de se faire injecter les liquides, ils ont évidemment accepté sans se poser de questions. C'est ça. Et il Ouais. me dit aujourd'hui, je me rends compte qu'on s'est fait duper, mais malheureusement, il a fallu que mon épouse en pâtisse pour que tout d'un coup on se rende compte C'est ça. que de l'énormité de la chose et de la criminalité de la chose. Et depuis, bien sûr, il est vent debout contre les labos et contre ce qui s'est passé, mais malheureusement, il en est passé par un événement dramatique. Voilà, donc moi, effectivement, si j'ai un message à passer aux jeunes, je leur dis, mais n'attendez pas un événement dramatique Oui, absolument. dans vos familles et dans vos proches. Anticipez-les, parce que malheureusement, ils nous veulent pas du bien. Quand je dis ils, vous avez compris que nos gouvernements et au-dessus, ils nous veulent pas du bien, du tout. Si nous voulaient du bien, la France, rien que la France, parce que je vais me parler de la France, serait en bien meilleur état que ce qu'elle est. Alors évidemment, au-delà des flonflons que Bruno Le Maire nous joue mais de toute façon, il y a 2 instruments que les politiciens jouent très bien. Vous savez, c'est le violon et le pipeau. Mais ils Non, sont non, non, maîtres dans la non, non, matière. non. Il y en a Non, un non, il y en a un troisième. troisième. C'est quoi? C'est un sketch merveilleux de Raymond DeVos avec l'accordéon. Ouais. Ah oui, 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 On souffle à oui. gauche, Oui, oui, ça oui, fait du oui, ça bruit. y est. On souffle à droite, ça fait du bruit. Mais au milieu, c'est du vent. C'est ça. C'est effectivement, je l'avais oublié, ce sketch, excellent Ouais, sketch ouais, du regretté Raymond DeVos. absolument.
Mais voilà, donc Bruno Le Maire comme d'autres nous dit nous répète tous les jours que la France va bien, que tout va bien, que l'économie va bien, que l'industrie va bien, que tout va bien. Et en réalité, c'est entièrement faux. Nous l'avions déjà démontré avec mon ami Jean-Loup quand on avait écrit Le virus et le président. Ah, déjà, on l'a démontré, il est paru fin 2020, ouais, de mémoire. Déjà, on l'a démontré, et les chiffres sont toujours d'actualité d'ailleurs, hein. On avait déjà démontré à l'époque quand même qu'en France, on en était à 15 800 000 pauvres. Oui, oui, oui. Intéressant. Sur 32 millions d'actifs, ça commence à faire beaucoup, d'autant plus que la situation s'aggrave tous les jours, puisque je vois de plus en plus d'entreprises qui ferment et de plus en plus de gens qui sont précipités au chômage. Donc, je finis par me dire, mais dans quelques temps, comment vont faire les gens là pour faire leurs courses et pour aller et pour se nourrir et pour se vêtir et pour se chauffer parce que la situation empire. Donc voilà. Donc si j'ai un message à passer un peu aux jeunes, c'est ça, c'est de n'attendez pas qu'il vous arrive quelque chose Ne dans croyez votre pas au Père Noël. entourage. Voilà, commencez à vous renseigner et commencez un peu à regarder et à regarder les preuves. Les preuves, elles sont là, mais il fallait les assembler. Bon, c'est pour ça qu'effectivement, je me suis attelé à ce livre. J'ai voulu vraiment les assembler et en faire quelque chose de cohérent. Mais en réalité, voilà, c'est sourcé, c'est documenté. Donc, de toute façon, c'est vérifiable. Tout ce que j'ai écrit est vérifiable. Donc, Achetez le livre de Claude Janvier. bah voilà, par Mettez-vous à la exemple. page, mettez-vous à jour, et ensuite on en parle, et ensuite on crée des Et, débats. et après, on peut en parler. Effectivement. Merci infiniment, Claude. Didier, un grand merci pour cette invitation. C'était un plaisir. Moi aussi. Merci infiniment. Et puis, je le répète encore une fois, achetez le livre de Claude Janvier, parce que vraiment, ça va vous permettre d'être à la page, et ensuite on va pouvoir ensemble faire des choses en connaissance de cause. Bah voilà. Donc alors c'est le titre, c'est Les Démasqués. Qui dirige réellement le monde? Et les éditions, c'est K Éditions. Je Voilà. pense que notre ami David va intégrer la photo. Bon, bah parfait. Parfait, parfait. Bon, en tout cas, Merci, Didier, merci beaucoup. merci et au plaisir. Eh ben, à quand vous voulez, c'est toujours un plaisir. Agora TV, c'est parfait. Merci à toute l'équipe. Et quand même, avant que qu'on se quitte, je voudrais vous remercier parce que, et voilà, et ça c'est un message que je veux faire passer aussi aux gens, c'est que sans les médias libres et indépendants, sans des écrivains aussi, et sans des petites maisons d'édition courageuses, je dis petites, c'est pas péjoratif, mais c'est des maisons d'édition qui sont courageuses, eh bien, il n'aurait pas de réelles informations. Donc, soutenez, n'hésitez pas, il faut soutenir les médias libres et indépendants encore et toujours. C'est indispensable. C'est grâce à ces médias que les véritables informations circulent. Donc, merci à vous, à toute l'équipe d'Agora TV. Merci infiniment, Claude. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir.